Bonjour chers amis bibliothécaires et nouveaux venus sur la chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle fois, nous allons pouvoir ouvrir un nouveau chapitre. Cette fois-ci, nous allons prendre le livre ou aller dans la section de la bibliothèque concernant les artefacts. Et nous allons étudier, ou du moins je vais vous parler, d'une carte assez intéressante, d'une ancienne carte que l'on appelle la carte Piri Reis. Si cela vous intéresse, eh bien, tout d'abord, installez-vous confortablement sur quelque chose de bien moelleux, canapé, lit, pouf, fauteuil, enfin, partout où vous serez bien installé. N'oubliez pas de prendre une petite boisson et puis peut-être quelques petites choses à grignoter, ou si vous préférez juste écouter le son de ma voix et pas spécialement regarder la vidéo en soi, eh bien je ne sais pas, vous pouvez faire vos mots croisés en même temps, dessiner ou faire de l'art de façon générale, du ménage, enfin ce que vous voulez. Maintenant, si vous êtes prêts, bien installés, nous allons pouvoir commencer. On sait que certaines cartes, surtout les anciennes cartes, peuvent être interprétées des fois de façon assez étonnante. Des fois, oui, on peut se demander si certaines choses qui y sont écrites sont simplement du hasard ou si la personne a vraiment vu ce qu'elle a dessiné sur sa carte. Et quelque part, c'est un peu le cas en ce qui concerne la carte dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle la carte de Piri Reis. Cette carte, pour vous dire, c'est une carte très ancienne. On l'a découverte seulement au XXe siècle, plus précisément en 1929. C'est lorsque l'on a décidé de restaurer le palais de Topkapi à Istanbul que cette carte a fait son apparition. On l'attribue à l'amiral et cartographe ottoman Piri Reis, d'où son nom, qui aurait tracé celle-ci en 1513. La carte en elle-même est dessinée sur une peau de gazelle et on peut y voir des détails comme les côtes occidentales de l'Afrique et les côtes orientales de l'Amérique du Sud. En ce qui concerne donc celui qui a découvert la carte, il s'appelle plus précisément Hacı Ahmet Muhyiddin Piri Ibn Mehmed. C'est un marin turc assez expérimenté dans son domaine. Il a vécu entre le 15e et le 16e siècle. Il a rendu pas mal de services à l'Empire ottoman, ce qui lui a permis de gagner ce fameux titre de Reis, d'où Piri Reis, qui veut dire tout simplement amiral, donc l'amiral Piri. Cependant, malgré tous les services rendus et le fait qu'il ait le grade d'amiral, cela ne lui a pas empêché d'avoir une fin assez atroce, puisque celui-ci fut décapité pour trahison à l'âge de 90 ans. En ce qui concerne la carte qu'il aurait tracée, c'est un document que les experts avouent être fascinant et intriguant à la fois. Il a fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre en ce qui concerne les hypothèses qui peuvent concerner cette carte. Et comme on n'est sûr de rien et comme bien sûr Piri Reis n'est plus là pour nous expliquer ce qu'il a voulu dessiner sur cette carte, eh bien ça continuera encore dans le futur à faire parler beaucoup les spécialistes. L'intérêt que l'on porte à cette carte, elle est due à une chose assez étrange. Et c'est ça en fait qui fait tout l'intérêt de ce document découvert en 1929. Vous allez comprendre pourquoi quand je vous parlerai des particularités de la carte. L'amiral Piri a publié cette carte à Gallipoli. Comme je vous le disais, c'est en 1513. C'est une époque à laquelle l'intérêt pour la cartographie était en pleine renaissance. Donc ça avait beaucoup de conséquences, surtout si on parle du premier voyage de Christophe Colomb en 1492. En ce qui concerne la carte en elle-même, comme je vous le disais, elle a été peinte sur une peau de gazelle. Elle mesure 90 sur 62 cm et il y a 1001 descriptions de la carte qui peuvent être trouvées tout simplement en cherchant sur internet. Donc moi je vais essayer de vous rassembler un peu tout ça, les grandes questions, les descriptions et tout ça qui concerne cette carte. La vidéo risque d'être longue comme vous l'avez vu en cliquant dessus et pourtant je crois que je n'ai pas tout dit. Venons-en donc aux principales caractéristiques de la carte qui sont tout à la fois normales, on va dire, pour une observation de l'époque, mais aussi
à des choses un peu plus étranges. Tout d'abord, on a pu remarquer que cette carte, en fait, c'était qu'un fragment. La carte serait 3 fois plus grande et elle représenterait le monde qui était connu à l'époque, au moment où, bien sûr, elle a été dessinée. Malheureusement, aujourd'hui, soit le reste est perdu ou pas encore trouvé. Ça, on ne le sait pas. Donc, il n'y a que cette partie qui a été trouvée et qui a su résister jusqu'à nous. Et cette partie, elle concerne l'océan Atlantique et ses alentours. Pierre Réis a écrit, et dans un de ses ouvrages, il a dit qu'il avait offert cette carte à un certain Sélim Ier lors de son séjour au Caire, c'est-à-dire lorsqu'il a été en 1517. On peut voir que c'est une carte assez colorée et qui, contrairement à la tradition islamique, va présenter un peu partout pas mal de dessins cartographiques qui sont ornés de différentes images en plus de petites notes manuscrites. Sur une de ces notes, qui a été traduite par Hassan Fehmi, qui est membre de la Société pour l'étude de l'histoire turque, il nous indique que le document a été dressé au mois de Muharrem 919, ce qui correspond à peu près à la période 9 mars 13 avril 1513. Dans une autre des notes que l'on peut voir sur la carte, ce texte montre que Pierre Réis, donc l'auteur de cette lettre, était au courant au moment de réaliser celle-ci du traité de Tordesillas qui avait été fait en 1494. Le traité de Tordesillas a permis de fixer les frontières du partage du Nouveau Monde entre le Portugal et l'Espagne, pour une petite précision. Notre cher amiral Piri, lorsqu'il a fait cette carte, il a dit qu'il s'était inspiré d'une vingtaine de cartes différentes. Et cela allait de cartes antiques grecques à une carte établie par Christophe Colomb lui-même, ou même encore à d'autres cartes qui ont été établies par d'autres navigateurs portugais. Donc, si on s'en réfère à ce qui était fait à l'époque, c'est une carte qui est très complète. Une des caractéristiques de cette carte, c'est une figuration détaillée d'une côte connectée à la zone australe de l'Amérique du Sud, dont certains disent qu'elle ressemble à la côte de l'Antarctique. Cependant, l'Antarctique n'a été découvert officiellement qu'en 1818. Et voilà où est le détail intéressant et étrange de notre chère carte et pourquoi j'avais envie de vous en parler. Le fait que Pierre Réis aurait possiblement représenté l'Antarctique sur sa carte est soutenu par Charles Hapgood, qui est un professeur américain d'histoire des sciences, qui en parle justement dans son livre « Carte des anciens rois des mers ». Certains auteurs considèrent que cette carte a été réalisée 300 ans avant la découverte de l'Antarctique et qu'elle montre bel et bien la côte telle qu'elle se présente sous la glace de l'Antarctique à l'époque où l'aurait vu l'amiral Piri. Cependant, vous vous doutez que même s'il y en a qui supposent que l'amiral Piri a bien représenté l'Antarctique, il y a bien sûr d'autres scientifiques qui, eux, ont tendance à remettre en question cette interprétation. Si on fait une lecture conventionnelle de cette carte, on peut dire ceci. On voit une partie nord-ouest qui montre ce qu'on pourrait dire être la côte orientale de l'Asie, et on peut y inclure le Japon. Christophe Colomb et le reste de l'Ancien Monde avaient déjà supposé que une nouvelle route directe avait été trouvée vers les Indes orientales et que les îles comme par exemple Cuba se trouvaient juste à l'est du Japon. D'ailleurs, cette idée a subsisté presque 2 décennies. Après, il y a eu d'autres voyageurs qui ont pu démontrer que ce qu'avait pensé avoir découvert Christophe Colomb, en fait, c'était une erreur et que Cuba, non, ne se trouvait pas à l'est du Japon, que non, il ne s'était pas approché des Indes orientales, enfin voilà. Vous connaissez un petit peu l'histoire de Colomb, je ne vais pas vous la refaire, ça ferait que rajouter des informations en plus. À part cette partie nord-ouest, donc pour reprendre ce que l'on voit sur la carte, on peut aussi voir la côte du Brésil, qui est assez correcte par rapport à celle que l'on connaît encore aujourd'hui. Il y a aussi des parties qui sont un peu plus méridionales. Ça représente soit un continent sud imaginaire, nommé Terra Australia Incognito, soit ce serait la côte de la Patagonie et de la Terre de Feu.
elle aurait été sur cette carte réorientée selon un axe ouest-est au lieu de nord-sud. Peut-être tout simplement que c'est une supposition, il n'avait pas assez de place sur sa peau de gazelle, donc il l'a tournée dans l'autre sens pour pouvoir la représenter. Ce n'est qu'une supposition scientifique, on ne sait pas si c'est ce qui s'est réellement passé. Donc ça, ce sont des observations que l'on peut à peu près déduire et qui sont à peu près normales par rapport à ce qui a été découvert. Sans oublier bien sûr ce que j'ai parlé avant de l'Antarctique, qui est ce qu'il y a de plus étrange. Là justement, on va revenir sur ces interprétations étranges qui ont été faites par rapport à cette carte. Gustav Deissmann, qui est un théologien allemand, quand il l'a découvert, il a été choqué et stupéfait par la description qui était super précise du monde tel qu'il était connu à l'époque. Mais il a été aussi déconcerté par notre élément particulier, c'est-à-dire l'Antarctique. En effet, celle-ci semblait montrer un continent sans glace, lorsque toutes les références géologiques qui étaient connues suggèrent que l'Antarctique aurait été recouvert de glace, et cela pendant des millions d'années. Je vous rappelle que le Nouveau Monde avait été découvert par Christophe Colomb en 1492, et la côte de l'Amérique du Sud, elle, était encore explorée à l'époque où la carte a été faite. Elle était explorée d'ailleurs par des navigateurs aussi bien espagnols que portugais. Plusieurs cartographes qui ont pu regarder la carte de Piri Reis affirment que la côte que l'on voit donc en bas de la carte ressemble étrangement à ce que l'on appelle la terre de la reine Maud. Celle-ci avait été découverte en 1820, enfin seulement découverte car personne n'y avait encore mis le pied. C'est seulement en 1930 qu'un explorateur norvégien, Hjalmar Reisner Larsen, va débarquer sur cette fameuse terre de la reine Maud, et il va la nommer ainsi en fait par rapport au nom de l'épouse du roi Haakon VII de Norvège. L'ironie du sort malheureusement, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand l'Allemagne va se retrouver à occuper la Norvège, ce territoire va changer un temps de nom puisqu'il va être rebaptisé par les sympathisants de notre petit bonhomme à moustache carrée, Nouvelle Swab. Un professeur du nom de Charles Hapgood, lui, va utiliser la carte. Donc il travaille au Keene State College aux États-Unis. Et il va l'utiliser comme preuve. Il avait une théorie sur l'Antarctique qui n'avait pas de glace. Mais il n'avait rien pour le prouver jusqu'alors. Ce n'était qu'une de ses théories. Eh bien, cette fameuse terre que l'on voit sans glace, il va supposer que c'est l'Antarctique, et donc que ça prouve bien que sa théorie que l'Antarctique n'avait pas de glace à une certaine époque est bien valable. D'ailleurs, dans son livre « Carte des anciens rois de la mer », ce professeur va affirmer que les pôles nord et sud de la Terre se sont déplacés il y a 11 000 ans, et qu'une ancienne civilisation avait vécu en Antarctique et cartographié ses côtes. De son côté, Arlington Mallory, qui est un Américain considéré vraiment comme une autorité en cartographie, lorsqu'il a vu la carte, il s'est dit qu'il allait demander à l'Office hydrographique des États-Unis de vérifier celle-ci. C'est le commandant Larsen qui va lui répondre et qui va lui faire la déclaration suivante. L'Office hydrographique de la marine a vérifié une ancienne carte, dite carte de Piri Reis, établie il y a plus de 5000 ans. Elle est tellement précise que seul un survol mondial pourrait l'expliquer. À première vue, l'Office hydrographique s'est refusé d'y croire, mais il a fini par constater l'authenticité de la carte, et il s'en est même servi pour corriger des erreurs dans certaines cartes contemporaines. Selon Mallory lui-même, cette carte qui, on peut dire, était plutôt archaïque, elle avait déjà, sur son tracé, relevé des chaînes de montagnes du Canada septentrional jusqu'en Alaska, et même certaines chaînes de montagnes qui ne se trouvaient même pas encore sur des cartes du service cartographique de l'armée américaine, mais depuis bien sûr qui ont été découvertes. Cette carte, si on y pense d'après ce que l'on sait jusqu'alors et ce que je viens de vous raconter, elle semble un peu impossible à avoir été réalisée. Si on réfléchit aux connaissances qui étaient supposées à l'époque, il y a des précisions des dessins qui ne devraient pas être là. Par exemple, on sait que l'île de Marajo, qui se trouve à l'embouchure de l'Amazone, n'a seulement été découverte qu'en 1543. Or, la carte date de 1513 et a été offerte en 1517. Comment peut-il y avoir cette île ?
On peut aussi voir sur cette carte les îles Malouines, qui n'ont été découvertes qu'en 1592. Les Andes aussi seraient représentées sur cette carte, alors que on ne connaît même pas encore leur existence. Il y a même au niveau des Andes un dessin de lama, qui est bien sûr, comme vous le savez, l'animal typique de l'Amérique du Sud. Mais celui-ci n'a été identifié qu'en 1598 par les Espagnols. Il y a aussi des grandes îles qui sont observables au-dessus de l'équateur, qui étaient alors inconnues. Maintenant, on sait qu'elles correspondent au plateau sous-marin des îlots de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui se trouvent sur la grande dorsale atlantique. Mais à ce moment-là, personne ne soupçonnait l'existence de ces îles. On peut aussi voir nos fameuses côtes de l'Antarctique, qui lui ne sera découvert qu'en 1818, ça veut dire 300 ans plus tard. Et on peut remarquer aussi que l'Amérique du Sud semble être reliée à cette Antarctique supposée par un isthme qui a disparu il y a environ 10 000 ans. Après, beaucoup de personnes ont essayé d'interpréter ce qu'ils voyaient sur la carte. Il y a eu des interprétations scientifiques comme des gens qui ont juste étudié la carte, même s'ils avaient des bonnes connaissances de base, mais après qu'ils ont été sur leur théorie et que généralement les scientifiques avaient tendance à qualifier de pseudo-scientifiques. Bien justement, nous allons parler tout d'abord de ces interprétations qu'ont eues ces entre guillemets pseudo-scientifiques. Puisque comme je vous disais, cette carte a vraiment excité l'imagination de pas mal de monde. Le problème, c'est que ça a amené à la discréditer aux yeux des scientifiques. Puisque avec tout le tapage qui a été fait dessus, malheureusement certains ont commencé à considérer celle-ci comme étant tout simplement un faux qui aurait été réalisé plutôt au XVIIIe siècle. On a même des théories assez folles qui sont nées après la Seconde Guerre mondiale, principalement sous la plume d'auteurs américains, d'où le pseudo-scientifique, si vous comprenez mieux. En effet, après 1945, la marine américaine va cartographier les côtes de l'Atlantique. Pour cela, elle va s'aider de sonars, comme ça elle peut différencier en fait la Terre de la glace et mieux définir vraiment le continent antarctique et pas juste la glace qui l'entoure, sachant que la glace peut prendre un peu plus de place que le continent en lui-même. En 1953, donc notre officier, Mallory, va comparer le relevé qui a été fait par la marine américaine avec ce fameux bout de terre qu'il y a sur la carte de Pierre-et-Réis. Et il va en conclure que la côte sud-américaine, elle est similaire à la côte antarctique continentale. Quelques années plus tard, on revoit notre cher professeur Charles Hapgood, qui travaillait à l'Université catholique de Springfield College. C'est un diplômé d'histoire médiévale et d'histoire moderne d'Harvard, donc ce n'est pas rien non plus. Un jour, il va être interpellé par un élève qui va lui poser une question sur les origines du monde et aussi sur la légende du continent mou. Il va alors se mettre de son côté à chercher des preuves de l'authenticité de la fameuse légende de ce continent. C'est là qu'il va venir à s'intéresser à la carte de Pierre-et-Réis et au relevé de la Navy. En observant tout ça, il va en venir à la conclusion que c'est possiblement seulement un cataclysme, mais un cataclysme à l'échelle de la planète, qui aurait pu faire disparaître un continent de manière brutale. Pour lui, les plaques tectoniques se sont déplacées de plusieurs milliers de kilomètres, ce qui a fait ainsi sombrer le continent de Mou au sein de la croûte terrestre. Inutile de vous préciser que bien sûr, cette conclusion et cette hypothèse va à l'encontre totale des théories qui ont été établies concernant cette légende du continent de Mou. Ensuite, Charles va chercher à trouver des traces de ce fameux continent perdu. Il va retrouver celle-ci dans l'Atlantide et dans les fameuses légendes liées au déluge. Je vous rappelle que la légende liée au déluge elle est rapportée dans différentes religions, égyptiennes, chrétiennes, tibétaines, etc. Dans son livre, Carte des anciens rois des mers, il va ainsi remettre en cause le darwinisme et réhabiliter les foi religieuses et le créationnisme. Il va de ce fait rencontrer un énorme succès aux États-Unis et être traduit en plusieurs langues, et notamment en français si jamais cela vous intéresse. Cependant, aucune de ces thèses, vous vous doutez, n'est vraiment cautionnée par la communauté scientifique. Toutefois, le fait que Albert Einstein a pris le temps de préfacer le premier livre qu'a écrit Hapgood, c'était un livre dans lequel il échafaudait une théorie des plaques tectoniques,
Eh bien, comme Albert Einstein, c'est pas n'importe qui, il faut dire ce qui est, ça a permis de rendre Charles Hapgood crédible, et donc son hypothèse aussi crédible aux yeux du grand public. D'ailleurs, après, il va continuer son œuvre de réhabilitation des écrits bibliques, et ensuite il se tournera vers le paranormal et la foi en Jésus, et il publiera des ouvrages avec un médium. La carte en elle-même est énormément citée et commentée, notamment dans l'ouvrage de Gavin Menzies, qui se nomme 1421, The Year China Discovered the World. Donc 1421, l'année où la Chine a découvert le monde. Gavin voit dans cette carte une réutilisation des données cartographiques qui avaient été recueillies par une flotte chinoise d'un amiral eunuque du nom de Zhang He entre 1421 et 1423. Ces données avaient été cartographiées sur l'ordre de l'empereur Zhu Di. Cette flotte, c'était tout simplement pour prendre ces données, scindées en plusieurs petits escadrons, si on peut appeler ça, je ne sais pas comment on appelle ça en termes maritimes, et ils ont chacun pris une partie qu'ils ont cartographiée. Ça faisait vraiment un véritable circumnavigation, comme ils ont surnommé cela. Maintenant, après ces avis de ces, encore une fois entre guillemets, pseudo-scientifiques, nous avons les scientifiques établis qui, eux, ont étudié aussi cette carte. D'ailleurs, il y a pas mal d'études scientifiques qui ont été faites concernant celle-ci. Et elles vont plutôt discréditer les interprétations qui font intervenir les fameux phénomènes paranormaux. Les auteurs de ces études, donc Stephen Dutch, Gregory McIntosh, Diego Kurgis, insistent notamment sur le fait que les origines paranormales va quelque part exagérer fortement la précision de la carte. Donc, ils ont décidé, en étudiant celle-ci, de ne pas tenir compte des notes qui sont présentes et qui ont été écrites par l'amiral Perry, sachant que celle-ci indique en partie les sources que celui-ci a utilisées pour faire sa carte, mais aussi le nom des différents lieux qu'il a annotés sur celle-ci. Et ils vont aussi décider de ne pas tenir compte de la représentation de l'hypothétique continent austral, qui serait pour eux plutôt une convention graphique de l'époque. Le continent qui figure en bas de la carte de Piri Reis serait ainsi interprété comme représentant la côte sud du Brésil, de l'Uruguay et de l'Argentine. Et ils vont voir comme une fiction cette fameuse ressemblance avec l'Antarctique. Et bien sûr vont trouver cela très discutable. Pourquoi ? Eh bien tout simplement puisque pour eux ça ne peut pas être l'Antarctique, puisque on n'y voit pas le fameux passage de Drake qui est large de 600 km. Et le fait que ça ressemble vaguement à l'Antarctique serait tout bêtement une coïncidence. Au passage, personnellement, moi, le passage de Drake, il a beau être large de 600 km, j'en ai jamais entendu parler. L'Antarctique, si. Stephen Dutch, lui, qui est professeur de sciences naturelles et de sciences appliquées à l'université du Wisconsin à Green Bay, il pense que toute la théorie qui tourne autour de ce fameux Antarctique, qui aurait été dépourvu de glace, est totalement fausse, et que c'est une carte totalement erronée. Il décrit même cette carte comme déviant dans la 4e dimension. Et là, je le cite, « Cela montre l'Amérique du Sud voguant loin à l'est. Étant donné que la carte s'est avérée jusqu'à présent juste en latitude, nous pouvons être sûrs que le littoral n'est pas l'Antarctique. Aussi, si la carte s'appuie sur des connaissances anciennes pour montrer des choses qu'aucun explorateur du XVIe siècle n'aurait connues, pourquoi la côte est-elle continue ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'eau libre entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique ? Vous ne pouvez pas mettre l'accent sur une ressemblance accidentelle à quelques bosses sur la côte de l'Antarctique et ignorer allègrement l'incapacité de montrer le passage de Drake. » Fin de citation. Donc c'est lui qui ne comprend pas pourquoi le passage de Drake n'y est pas représenté, sachant tous les détails qu'il y aurait sur cette fameuse carte. Outre ces fameux scientifiques qui disent ce qu'ils pensent de cette carte, on sait que ces expertises scientifiques vont apporter de nouvelles hypothèses d'interprétation. La carte en soi ne montre pas de longitude, pas plus que pour eux, il n'y a pas d'Antarctique. C'est totalement une vue de l'esprit peut-être de Piri Reis,
ou tout simplement un autre continent comme ils le supposent. Et ce qu'ils appellent les Andes avec le fameux lama, pour eux non, ce ne sont pas les Andes. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette carte est bien authentique. Elle a été analysée par plusieurs tests. Tout d'abord, on a analysé la carte au carbone 14. Et on peut dire que celle-ci remonte bien au XVIe siècle. On a même analysé l'encre qui a été utilisée. Et on a pu remarquer, chimiquement parlant, que celle-ci date bien aussi du XVIe siècle. Donc cette carte est bien réelle et n'est pas une fausse ou faite au XVIIIe siècle comme certains le supposaient. Puis c'est pas entre guillemets n'importe qui a fait ces tests, puisque celui qui a fait ces tests c'est McCrone, qui est un spécialiste qui a travaillé notamment sur le suaire de Turin. Donc ça permet de nous dire quelque part que la carte de Pirée Reis est donc bien authentique, ça c'est sûr. Et après ça nous laisse supposer que les Turcs, à cette époque où l'amiral Piri a dessiné sa carte, eh bien, ils avaient des connaissances, même s'ils étaient loin de l'océan Atlantique et de l'Amérique. Apparemment, ils semblaient assez se tenir au courant des dernières découvertes de l'époque. Notamment, je pense, grâce aux navigateurs et autres. Si on veut essayer de trouver une conclusion à cette carte, quelque part, on ne peut pas vraiment en avoir, puisque seul l'amiral Piri, au moment où il a dessiné cette carte, sait ce qu'il a voulu représenter. Mais on ne peut pas dire que d'un côté, oui, c'est les scientifiques qui ont raison et les non-scientifiques ont tort, comme l'inverse. Les deux ont leurs théories, les deux ont leurs hypothèses. Après, on est libre chacun de croire en celle qu'on a envie de croire, en étudiant bien sûr le cas et pas en suivant bêtement comme des moutons, bien sûr. Moi, personnellement, je n'ai aucune idée. Je trouve des choses étranges, en effet. Après, oui, il y a des choses qui peuvent être un peu plus expliquées. Mais ça reste que ça en reste une carte assez mystérieuse. C'est sûr, si on oublie ce qui est assez incohérent, c'est-à-dire les choses qui sont sur la carte qui ne devraient pas y être puisqu'elles sont inconnues de cette époque. La carte n'aurait rien d'intriguant. C'est ce mystère qui a fait que cette carte a fait tant parler d'elle. Si on en croit l'hypothèse scientifique, ça serait juste plutôt une spéculation, vous savez. Il a su, par exemple les explorateurs, les navigateurs, Christophe Colomb et autres, qui lui auraient fait des récits de leur voyage et lui aurait imaginé, pour surtout la partie qui concerne l'Amérique du Sud, etc., ces terres, et que ce ne serait pas forcément les véritables frontières, mais plus une vue de l'esprit, si on peut dire comme ça. Puisqu'apparemment, c'était quelque chose qui arrivait souvent à l'époque, que les cartographes aillent voir les explorateurs pour qu'ils leur racontent leurs récits ou lire leur carnet de bord, etc. et faire leurs cartes. Après, c'est pas super précis et des fois, certains explorateurs ont un peu, comment dirais-je, embelli les choses ou totalement dit des choses qui se sont révélées fausses. Donc ça reste un peu compliqué. Après, voilà, ça reste une carte qui laisse des questions en suspens. On peut se demander si cette carte, qui est donc d'époque médiévale, qui a appartenu à notre fameux amiral ottoman, eh bien, est-ce qu'elle détient la clé du plus grand mystère de l'histoire humaine? Ou est-ce qu'elle peut être le témoignage d'anciennes connaissances géographiques secrètes? Ou plus banalement, est-ce qu'elle n'est tout simplement qu'une vue de l'esprit de son auteur par rapport à ce qu'on lui avait raconté? Comme je vous le disais, nous ne pouvons juste que faire nos suppositions, nos théories. Seul l'amiral ottoman Piri pourrait nous dire qui a raison, qui a tort, mais malheureusement vous vous doutez que cela est impossible, à moins que quelqu'un arrive à communiquer avec son fantôme. On ne sait jamais. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la carte Piri Reis. Comme je vous le disais, j'ai essayé un petit peu quand même de réduire un peu la chose, parce qu'il y a vraiment pas mal d'articles sur cette carte, donc il y a beaucoup de choses à dire. J'allais pas trop rentrer non plus dans les détails de ce qui va pas, donc j'ai essayé de dire des choses qui sont assez visibles, on va dire, et qui soient compréhensifs pour vous.
Donc ça fera partie des vidéos entre guillemets incomplètes, mais volontairement incomplètes, parce que je ne vais pas passer 3 heures à 4 heures à vous faire des thèses et des théories et vous perdre dans des méandres d'explications. Là, vous avez compris, on va dire, le principe des scientifiques opposés à ce qu'ils appellent les pseudo-scientifiques. Pourquoi cette carte est mystérieuse, pourquoi elle a fait tant parler, etc. Vous avez vraiment le principal, on va dire, pour en savoir un peu plus. En tout cas, vous savez que pour me donner votre avis sur cette vidéo, vous pouvez le faire en allant sous justement la vidéo, en étant dans les commentaires, me dire si vous connaissez cette carte, si vous en avez déjà entendu parler, si vous la trouvez mystérieuse, si vous êtes plutôt du côté scientifique, enfin voilà. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, votre avis, etc. dans les commentaires. Et si vous avez aimé, faites-vous plaisir. Il y a une chose qui s'appelle le petit pouce en l'air, anciennement pouce bleu, like, comme vous voulez l'appeler. Eh bien, si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aller cliquer dessus. Ça fait super plaisir de voir que des gens ont aimé le travail et qu'ils le signalent avec ce petit pouce. Et puis si vous débarquez sur cette chaîne et que vous venez de voir cette vidéo, comme le nom l'indique de ma chaîne, je m'appelle la Bibliothèque du Surnaturel. Donc j'évoque beaucoup de choses mystérieuses, étranges, paranormales, ovniesques, etc. Si vous allez faire un tour sur ma chaîne, vous pourrez voir d'ailleurs dans les playlists que je fais des vidéos sur vraiment différents thèmes concernant le surnaturel. Donc il y a, je pense, forcément un thème qui devrait vous intéresser. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous prend quelques secondes, ça ne vous coûte rien, ça me fait plaisir. En fait, c'est tout bénef quelque part. Moi, ça me fait plaisir parce que j'accueille un nouveau bibliothécaire sur la chaîne, et vous, de l'autre côté, vous n'aurez pas à tout le temps chercher mon nom, etc., puisque je serai directement dans vos abonnements, donc vous serez tranquille. Et si vous voulez vraiment ne louper aucune vidéo qui sera publiée sur la chaîne, bien là, c'est tout aussi simple. Une fois que vous vous serez abonné, vous appuyez sur la petite cloche, vous cochez recevoir toutes les notifications, et comme ça, dès qu'une vidéo est publiée sur la chaîne, eh bien YouTube vous enverra une petite notification, vous aurez pu qu'à cliquer dessus et vous aurez accès directement à la nouvelle vidéo qui viendra de sortir. Rien de plus simple. Et pour terminer, si vous voulez m'aider à faire connaître cette chaîne et inviter d'autres personnes pour parler de paranormal dans les commentaires à foison, eh bien vous savez que vous pouvez parler de la chaîne comme de cette vidéo en particulier de façon orale, c'est-à-dire à votre entourage, amis, famille, collègues, etc. Mais aussi de manière un peu plus de notre temps, entre guillemets. Ouais, je fais un peu expression de vieux de temps en temps. En utilisant par exemple les mails, ou bien les réseaux sociaux, ou bien encore en publiant cette vidéo sur un blog ou s'en servant d'illustration sur votre site internet. Enfin, si vous faites tout ça, cela m'aidera vraiment et je vous remercie énormément si c'est le cas que vous faites et que vous m'aidez comme vous le pouvez. Vous savez que les murs de la bibliothèque peuvent être repoussés encore et encore pour accueillir autant de monde que l'on peut y accueillir. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'il va être temps de fermer ce petit livret, nous pouvons dire, qui ont concerné la carte de Piri Reis. Et cela inclut donc qu'il va être aussi temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo. Bye!